La deuxième présentation va traiter de collecte des données d'engagement citoyen. Pour nous en parler, nous accueillons M. Daniel Rapot, professeur ordinaire à la Haute École d'ingénierie de gestion du canton de Vaud, ainsi et directeur de l'Institut d'ingénierie des médias, et M. Stéphane Yost, docteur en sciences, géographe spécialisé au sein de l'unité d'épidémiologie populationnelle des hôpitaux universitaires de Genève et laboratoire des systèmes d'information géographique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Merci de les accueillir sur scène. Bonjour à tous. Je ne m'entends pas. Ah oui, voilà, c'est bon. Très bien. En 2017, au moment de la première conférence APIS, de manière générale, dans notre pays, on pouvait observer que ce fameux vieillissement de la population, assez rapide, et comme dans le reste du monde aussi, on observait que cette population suisse était très souvent sédentaire, était très souvent en surpoids, voire même obèse. Et à Yverdon, les autorités et le service des sports en particulier ont décidé d'agir localement dans le but de favoriser l'activité physique, de diminuer le stress et d'augmenter la qualité de vie de la population. Et c'est la raison pour laquelle, pour initier la démarche, le service des sports nous a demandé en 2018 d'établir ce qu'on appelle un diagnostic territorial santé. Ceci pour, d'une part, évaluer l'accessibilité aux services médicaux de premier recours par la population, mais également pour évaluer la qualité de l'environnement urbain et pour, de manière très originale par rapport à ce qui se fait de manière générale dans le pays également, alimenter le plan directeur communal avec des recommandations sur les types d'aménagements urbains qui sont favorables à une bonne santé physique, à une bonne santé mentale. Alors, les résultats de l'étude qui ont été présentés lors de la conférence APIS en novembre 2019, ils ont révélé plusieurs choses, trois choses principales. D'abord, c'est l'existence de populations précaires isolées. Ils ont révélé une hyperconcentration de services médicaux de premier recours dans le centre historique et ils ont montré aussi que certaines zones de la ville sont très exposées aux îlots de chaleur, très exposées au bruit routier. Alors, comment mesurer le problème de santé publique que cela pose? Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, de mettre en place un système de monitorage de la santé de la population, de façon à pouvoir détecter des problèmes et puis intervenir localement lorsque c'est nécessaire? Mais il y a un problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas de données sur la santé de la population, ou alors c'est difficile de les obtenir, ou alors on peut les obtenir, mais seulement via le truchement des hôpitaux, donc forcément via uniquement le canal des gens qui ne vont pas très bien. Alors comment procéder? Et on va peut-être pouvoir avancer grâce à la participation citoyenne, et c'est ce dont Daniel Rapot va nous parler maintenant. Ok, merci Stéphane. Alors, participation citoyenne, oui, mais pas tout de suite. Je vais commencer par... Voilà, vous rappelez qu'historiquement, la collecte de données de santé, elle est orchestrée par les milieux médicaux. Et puis, il y a une vingtaine d'années, avec la disponibilité de l'électronique grand public, on a assisté à un phénomène culturel d'un genre nouveau, que les anglo-saxons ont baptisé le quantified self, qu'on pourrait traduire en français littéralement par l'automesure, qui consiste à se barder de capteurs pour mesurer des trucs. Vos pas, les calories consommées, dépensées, la qualité de votre sommeil, la fréquence cardiaque, etc. Cette informatique portable ou mettable, parfois vestimentaire, c'est un marché en pleine expansion, florissant, qui fait la part belle aux activités sportives, à la santé, au bien-être, au
fitness. Ces capteurs portatifs renvoient des données tout à fait intéressantes, mais dans un contexte de santé publique, on a tendance parfois à leur reprocher de ne pas équiper les bonnes personnes. C'est souvent des gens en pleine forme qui recherchent la performance. Alors, bien sûr, tout ça, ça n'empêche pas les assurances de s'intéresser quand même de très près à cette thématique. Cette offre de la chrétienne sociale est en ligne actuellement. Et puis, ce n'est pas nouveau, puisqu'il y a quelques années, on pouvait déjà recenser quelques dizaines d'opérations bonus assurance liées au marché des capteurs portatifs. Aujourd'hui, le discours des assurances, il est beaucoup plus engagé. J'étais impressionné de voir l'assureur dire, enfin le réassureur en l'occurrence, notre cœur de métier, c'est la collecte de données, le respect de la vie privée, on sait, la confidentialité, on sait traiter des données, c'est un truc qu'on sait faire. À l'avenir, on va être là pour aider les gouvernements à déployer à très large échelle des systèmes qui nous permettent de monitorer la santé d'une population qui va de toute façon vivre toujours plus en milieu urbain et qui aura besoin de nous. Ok. J'ai pas résisté à vous projeter cette image. Imaginez un futur cloud urbano-médical, tout puissant, bienveillant. Alléluia. Enfin, bon. Tout ça, c'est pas vraiment de la science-fiction, puisque l'année dernière, Apple a signé un partenariat avec Johnson & Johnson. Et puis, tenez-vous bien, il y a 150 000 Américains de plus de 65 ans qui portent une Apple Watch et qui participent à une opération gigantesque de collecte de données santé pour étudier les maladies cardiovasculaires. Alors, ce qui devait arriver arriva. Évidemment, maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, la montre Apple ne va pas servir seulement à donner l'heure. Sur un autre sujet, je n'ai pas trouvé d'exemple concret, mais j'aime bien les néologismes, je trouvais que le exergaming, c'est un terme qui a été popularisé vers 2006-2007 avec la sortie de la console Wii de Nintendo, avec laquelle vous pouviez par exemple jouer au tennis. Si un jour les données issues des gamers venaient à être valorisables ou monétisables, vous imaginez bien que des Microsoft, des Sony, des Nintendo, ben, ils seront de la partie. Alors, ça c'est la cour des grands. Nous, on ne joue pas là-dedans. On aimerait aller vers une collecte de données citoyenne. Alors, la science citoyenne, ce n'est pas une chose complètement nouvelle. On peut remonter au 19e. Les scientifiques, lorsque le gouvernement ne pouvait pas leur offrir les moyens nécessaires à faire leurs études, recrutaient des citoyens volontaires pour calculer le niveau des marées océaniques, pour corriger le dictionnaire, pour compter les oiseaux migrateurs, etc. Mais depuis pas très longtemps, on a un nouvel outil qui s'appelle Internet. J'ai mis en gras le Web 2.0 2003 qui a rendu l'utilisation du web d'une facilité déconcertante, donc tout un chacun peut désormais poser de l'information sur Internet sans aucune difficulté. Donc on a des citoyens, on a un outil formidable, il reste à motiver les citoyens à participer à des études santé. Alors, ça a déjà été fait, avec succès même. L'étude Nutrinet, c'est 500 000 participants, des nutrinautes qui sont embarqués dans une étude sur les habitudes alimentaires et les liens avec la santé. Plus près de chez nous, c'est une étude qui est en phase pilote, qui se termine à la fin de l'année. Sauf erreur, il y a 500 Vaudois et 500 Bernois qui ont été invités à tester l'étude. Ça marche bien, d'après les informations que j'ai pu avoir. Et puis, à Genève, il y a Covid-19, Spekiol, c'est un projet qui consiste à suivre à long terme l'évolution des anticorps. Ils sont déjà 10 000 participants. Des gens qui ont envie d'aider la science. Alors, sur MétaSanté, le volet Yverdenois, on devrait démarrer au printemps. Si j'ai bien compris, on compte sur moi et mon équipe pour donner un coup de main sur la communication digitale qui irait autour du projet.
j'ai déjà un premier problème avec le vocabulaire, puisque évidemment il y a des scientifiques derrière, et puis nous on doit adresser un message à la population yverdonnoise de son ensemble. Donc, je ne vais pas pouvoir leur parler d'études longitudinales prospectives comme ça. Mais enfin, on a des outils dans l'Institut que je dirige. Alors, l'expérience utilisateur, c'est un domaine qui consiste à, je peux le dire de plein de manières, mais à lutter contre le déficit d'attention généralisé, ou qui consiste à réduire, voire éliminer les tensions qui peuvent exister entre un système informatique puis un humain qui essaye de l'utiliser. Et puis, on a une quantité de méthodes pour améliorer l'utilisation des systèmes informatiques, tout en sachant qu'on ne veut pas tomber dans l'excès, comme on n'aimerait pas que les Yverdonnois deviennent addicts au projet MetaSanté. L'expérience utilisateur, c'est une palette de compétences à mettre en œuvre. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai que 10 minutes, puis j'ai réussi une fois à tenir le crachoir 10 minutes. Mais je voulais juste mentionner la dernière, le neuromarketing. C'est quand même assez incroyable qu'on arrive aujourd'hui à mesurer l'activité cérébrale pour faciliter la mémorisation, l'attention, l'émotion, etc. Les biais cognitifs, c'est un domaine dont les spécialistes UX raffolent en ce moment. Ça nous vient des années 70, des sciences économiques, mais aujourd'hui, on met des mots sur des... Enfin, juste deux exemples. Il y en a un qu'on appelle le sophisme génétique, qui consiste à cibler des populations qui jugent de la pertinence d'un message ou d'un contenu en fonction du contenu. Oh, c'est bien emballé, j'y crois. Ou la pertinence du message en fonction du messager. Oh, si c'est lui qui le dit, oh, j'adhère. C'est le premier exemple. Le deuxième, que vous avez peut-être tous vécu, qu'on peut appeler biais d'assimilation ou d'appartenance, c'est ces messages qui vous disent que vous êtes déjà plus de 3000 à avoir participé. C'est formidable. Ouais, effectivement, ça motive certaines personnes à faire partie du groupe. Puis voilà, c'est toutes les astuces que mettent en œuvre les systèmes distribués aujourd'hui pour vous faire adhérer à leur cause. Une autre famille, c'est le marketing digital. C'est le paysage technologique d'il y a 10 ans en arrière. C'était relativement simple. À gauche, vous aviez les outils de promotion, publicité. Au milieu, la gestion du contenu, le confort de l'utilisateur. Et puis sur la droite, la data, la gestion de la donnée. Nous, on va probablement recourir à quelques-uns de ces outils, notamment sur la droite pour faire des analyses de fréquentation, essayer de comprendre pourquoi les gens abandonneraient un questionnaire en cours de route, et puis faire des correctifs le cas échéant. Ce paysage technologique, il a évolué d'une façon assez incroyable. Aujourd'hui, il est comme ça. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que si vous voulez faire une bonne communication digitale, il faut une machine de guerre derrière. Sinon, on a un petit souci avec le cadre juridique. Malgré les efforts de la Commission européenne pour obtenir le consentement éclairé des personnes utilisateurs et tristes des réseaux sociaux, du web, quoi. Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un échec. On tourne les cookies à la dérision. Au lieu de passer 3 heures à lire les conditions générales, vous avez tous cliqué sur j'accepte en moins d'une seconde. Voilà. Et nous, on ne peut pas faire ça. Et puis, il se trouve que dans l'infrastructure MetaSanté, pour obtenir le consentement de l'utilisateur, il doit signer. Je vous parlais avant de réduire ou d'éliminer les tensions entre un système informatique et l'utilisateur. Je vous assure que mettre vos initiales avec la souris, c'est pas facile. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec ça, mais enfin, c'est le cadre, il est là, il est fixé au niveau national. Donc, on va faire avec. On a plein de challenges à discuter avec Ophélia et son équipe. Je voulais juste peut-être mentionner le challenge politique, parce qu'il
In fine, le but, c'est d'avoir un environnement urbain en adéquation avec la santé, le bien-être, l'activité physique. Donc il faut qu'il y ait des résultats au bout du compte. Sinon, on n'est pas crédible. Puis tout ce qu'on fait, ça ne sert pas à grand-chose. Donc pour moi, c'est un vrai challenge d'y aller et puis de faire du concret, quoi. Un petit mot représentant du canton. Vous n'êtes pas sans savoir que le canton demande aux communes de prendre des responsabilités en matière de santé. Ce qui vraisemblablement est fait, puisque demain, Ophélia aura un nouveau service, un nouveau nom, on va dire. Et puis, mais attendre 10 ans pour la santé, c'est beaucoup, il me semble. Bref, ce que je voulais dire, c'est que vous, les représentants du canton, vous avez là un joli projet, je vous demande de le soutenir, quoi. Et puis, dans la littérature scientifique sur la citizen science, les gens sont unanimes pour que les projets marchent, il faut des moteurs. Hackley, qui avait dans le slide précédent, il dit des champions. Puis là, on a une championne. Enfin, excusez-moi, c'est hyper motivant de bosser avec Ophélia. Donc, je vous invite à soutenir ce projet tant que vous pouvez. Et puis maintenant, on a une infrastructure, des questionnaires qui sont validés. Il reste à mettre en place un plan de com, à dérouler le calendrier, à voir quels seront les budgets. Et puis, j'ai trop parlé. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci. Un grand merci. Peut-être une petite question. Quelles implications pratiques, très concrètes, vous imaginez par rapport aux résultats que vous allez trouver? C'est un peu tôt pour dire, mais pour moi, ce qui va être important, c'est de motiver la population à participer. Je sais pas, on doit fixer un nombre. De toute façon, il y a quoi, 30 000 habitants sur Yverdon. Donc déjà, la participation à l'étude, c'est déjà un résultat, c'est déjà une dynamique lancée. Oui, puis après, il faut leur rendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec les données qu'ils nous laissent, et puis que fera le service de l'urbanisme d'ici 5, 10, 15 ans, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Oui. Merci beaucoup en tout cas.